Il me crie pardon et meurt. Je repars me disant, tous les blessés, tu les achèveras. C'est ce que je fis. Nous franchissons 5 autres lignes de tranchées et tous sont achevés. Tous les bougres, quoique blessés, tirent sur nous et ne s'arrêtent que lorsqu'ils sont morts. Nous avons maintenant la descente et nous gagnons du terrain. Tout à coup, je vois un Turc à 30 mètres devant moi qui s'évade à grande enjambée. Je me mets à genoux, je vise, je tire sur la détente et le voilà qui tombe à plat ventre, comme s'il tombait d'un 5e. J'arrive sur lui, il n'était pas encore mort, mais je l'avais bien touché. Une autre cartouche et voilà la cervelle qui saute en l'air. Les Turcs ne sont pas loin. On marche toujours, mais impossible de les rattraper. Les voilà qui rentrent dans une vallée. On ne peut les toucher. Mon lieutenant est en tête. Il me regarde et crie courage, mais je suis touché. J'ai ressenti comme une commotion électrique à la gauche. Et je tombe, le visage en avant. Pas de douleur. Je sens le sang qui commence à couler. Je reste quelques minutes couché, le sac sur la tête. Un pauvre malheureux qui, pendant que j'étais tombé, m'avait devancé, à la tête ouverte par un éclat d'obus juste à 2 mètres devant moi. Je me lève alors et voyant que je puis marcher, je tâche de rejoindre, sac au dos et fusil au bras, le poste de secours. La fusillade et la canonnade deviennent plus intenses. Nous sommes plusieurs blessés qui retournons sur nos pas. Les Turcs nous aperçoivent et pendant que les copains vont nous embrocher, des troupes turques qui sont sur notre droite font pleuvoir sur nous une grêle de fer et de balles. On se demande si on pourra s'en tirer. Les balles tombent à côté de moi et font une petite poussière. Il faut que je passe dans un endroit de 50 mètres où les obus tombent en enfilade. Et je vois la direction que suivent les obus. Je passe tranquillement quand devant moi je vois un cigare, un obus qui n'a pas éclaté, qui roule par terre en sautillant, comme un petit ballon de caoutchouc. Je lui dis bonsoir, car je sais qu'il n'éclate pas. Je marche toujours. Bientôt je suis à l'abri des balles et des obus. Je prends mon nécessaire, puis nous voilà partis pour l'ambulance qui se trouve à quelques kilomètres de là. Le sang avait coulé à flot. J'avais perdu au moins 3 litres. Il était caillé sur ma jambe et dans les chaussettes, si bien que lorsque je marchais, ça faisait tchof, tchof. J'arrive au poste de secours où je suis obligé d'attendre mon tour. Je prie le major que je connaissais de me faire mon pansement, car j'allais tomber sans connaissance. Il me le fit et je fus soulagé, quoique ayant un peu souffert. Je regarde ce que j'avais, pas grand-chose. Une balle m'était rentrée à l'aine et était ressortie à la cuisse gauche. 1 centimètre plus à droite et elle me touchait les parties. Je souffrais, mais pas un murmure. Au contraire, je chantais. De là, on nous expédie à dos de mulet vers le port de Sebulbar, qui se trouve à 5 km, pour être embarqué. Tout ceci demande du temps, et vers les 3 heures du matin, nous embarquons sur le bateau, le Gange, où nous sommes bien soignés, mais mal nourris et mal couchés. Fais parvenir cette lettre à la maison, afin qu'eux aussi connaissent ce que sont 3 jours de guerre sous une pluie de mitraille. Donne le bonjour de ma part à tous les amis et reçois pour moi une fraternelle caresse. Lettre et carnet du front, 1914-1918. René Jacob.
1915. Comment décrire? Quel mot MOTS prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figé dans l'immobilité et le silence. Meaux avec ses bateaux lavoirs, couchés dans la Marne et son pont détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands, ici, sur le bord de la route, là, dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, bourdonnent des essaims de mouches. Des cadavres d'hommes qui ont gardé des poses étranges, les genoux pliés en l'air, ou le bras appuyé au talus de la tranchée. Des cadavres de chevaux, plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol. Des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille, de terre ou de sable, et qu'on calcine ou qu'on enterre. Une odeur effroyable, une odeur de charnier, monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge. Et pendant 4 heures, elle ne nous abandonnera pas. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi, qui me fait chavirer le cœur. En vain, le vent soufflant en rafale sur la plaine s'efforce-t-il de balayer tout cela? Il arrivait à chasser les tourbillons de fumée qui s'élevaient de tous ces tas brûlants. Mais il n'arrivait pas à chasser l'odeur de la mort. Champ de bataille, ai-je dit plus haut. Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Car les cadavres, ce n'est rien. En ce moment, j'ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leur attitude contorsionnée. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, c'est le saccage abominable des chaumières, c'est le pillage des maisons. Lettres et carnets du front, 1914-1918. Raoul Pina. Carnet de guerre, 22 avril 1917. La Cagna s'est effondrée. Il y a encore des vivants dessous. Ma foi, tant pis pour le bombardement. Je cours chercher ma pioche au fond de la sape. Entre deux salves, je cours vers la Cagna. Le Peul prend une pelle. En hâte, nous déblions un peu. Il y a 4 hommes dessous. C'est affreux. Une voix nous appelle. Dépêchez-vous, je meurs. J'étouffe. Où es-tu? Là, là. C'est profond. C'est profond. Il va étouffer sûrement. L'obus est tombé juste sur la Cagna. Tout a cédé. Les poutres, les étais, les rondins sont en poudre. La terre a comblé tout ça. Les malheureux ont un mètre de débris au-dessus d'eux. Le Peul appelle. Qui êtes-vous? Provenas. Et les autres? Je ne sais pas. Il appelle encore. Personne d'autre ne répond. Cependant, le bombardement s'est arrêté depuis un instant. Plusieurs servants de la 7e batterie accourent avec des outils. On se hâte. Cette voix suppliante qui monte de terre nous électrise. Le Peul, voyant du monde au travail, en nombre suffisant, lâche sa pelle. Et, calme, comme toujours, prend une photo de l'ensemble. Attention, en voilà un. Tous se sauvent, affolés, nerveux. L'obus hurle, siffle. Il est sur nous. Non,
Il nous inonde de terre, de pierres, d'éclats, de bois. Fontaine, deux poilus de la Sète, et moi sommes seuls restés. Vite, nous continuons. Enfin, voilà sa main. On voit d'abord la terre bouger, puis sa main crispée apparaît. Je la lui serre. Il hurle de joie. Vite, vite, dépêchez-vous, j'étouffe. Le bombardement reprend, c'est affreux. L'avion doit nous voir. Un obus, un 150, tombe à quelques mètres de nous. Il nous jette pêle-mêle à terre. Lundi, foutant le camp, on va se faire tuer. Non, restons. Ça ne se commande pas, il faut sortir cet homme. On reste. La sueur nous inonde. Tant nous peinons pour enlever vite la terre, les morceaux de poutre, les pierres. Cette main, est-ce ta main droite? Oui. Où est ta tête? Dessous, dessous. J'ai la main levée en l'air. Oh, ce qu'il y en a de terre. Et ces obus qui nous radinent toujours dessus. Ah, la terre est chaude ici. En suivant son bras, qui est levé en effet, voilà sa tête ici. Elle a chauffé la terre. Son haleine sointe à travers une mince couche de terre. Sa voix est plus distincte. Avec précaution, je gratte avec les mains. Voilà ses cheveux, son front. Vite, vite, sa bouche. Enfin, il respire plus à l'aise. C'est bien, Revenas. Pauvre vieux, tu envoies une dure. T'en fais pas, on t'en tirera. T'as fini la guerre, te bile pas. Ces paroles le remontent un peu. Il cesse cette espèce de râle d'angoisse qu'il faisait tout le temps. Lettre et carnet du front, 1914-1918. René Pijard. Le 27 août 1916. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver, nous-mêmes, après s'être vus si peu de choses, à la merci d'un morceau de métal. Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Être des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête, pour voir s'étendre tout son long sur de la paille même, avoir de l'eau propre à boire. Après s'être vus, comme des fauves, une dizaine autour d'un trou d'obus, à nous disputer un quart d'eau croupie, vaseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud, à sa suffisance, quelque chose où il n'y ait pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ce qui reste. Comprends-tu tout ce bonheur d'un coup? C'est trop. J'ai été une journée complètement abrutie. Naturellement, toute relève se fait de nuit. Alors comprends aussi cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui a encore 3 branches. Et le matin suivant, après 2 ou 3 heures de repos, tout enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève. Voir enfin quelque chose qui crée, au lieu de voir quelque chose qui détruit. Pense que de chaque côté des lignes, sur une largeur de 1 km, il ne reste pas un brin de verdure, pas une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus. Des blocs de pierre cassés, émiettés, des troncs déchiquetés, des débris de maçonnerie qui laissent supposer qu'il y a eu là une construction, qu'il y a eu des hommes. Je croyais avoir tout vu à Neuville. Eh bien non, c'était une illusion. Là-bas, c'était encore de la guerre. On entendait des coups de fusil, des mitrailleuses, mais ici, rien que des obus,
rien que cela. Puis des tranchées que l'on se bouleverse mutuellement, des lambeaux de chair qui volent en l'air, du sang qui éclabousse. Tu vas croire que c'est que j'exagère, non. C'est encore en dessous de la vérité. On se demande comment il se peut que l'on laisse se produire de pareilles choses. Je ne devrais peut-être pas décrire ces atrocités, mais il faut qu'on sache. On ignore la vérité trop brutale. Et dire qu'il y a 20 siècles que Jésus-Christ prêchait sur la bonté des hommes. Qu'il y a des gens qui implorent la bonté divine, mais qu'ils se rendent compte de sa puissance et qui la comparent à la puissance d'un 380 Bosch ou d'un 270 français. Pauvres que nous sommes, PPN. Nous tenons cependant, c'est admirable. Mais ce qui dépasse l'imagination, c'est que les Boches attaquent encore. Il faut avouer que jamais on n'aura vu une pareille obstination dans le sacrifice inutile. Quand par hasard ils gagnent un bout de terrain, ils savent que ça leur coûte, et encore ne le conservent-ils pas souvent. J'espère aller bientôt vous revoir, et on boira encore un bon coup de pinard, à la santé de ton poilu, qui t'embrasse bien fort. Lettre et carnet du front, 1914-1918. Karl. Argonne, le 16 août 1916. Chers parents et chères sœurs, le 2, à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'entendre à chaque instant, et cela sans la moindre goutte d'eau à boire, et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades, et pourtant chacun ne priait que pour soi. Le pire, c'est la relève. Les années est venue. À travers les feux de barrage continus, puis nous avons traversé le fort de Douaumont. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Là, il n'y avait que des blessés graves, et ça respirait la mort de tous côtés. En plus, nous étions continuellement sous le feu. Nous avions à peu près 40 hommes morts ou blessés. On nous a dit que c'était la somme, tout assez peu pour une compagnie. Tout le monde était pâle et avait le visage défait. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur notre misère. Je pense que ça suffit. Nous étions commandés par un certain adjudant Huff. On ne l'a pas vu, mais le Seigneur m'est venu en aide. Là-dessus, nous sommes repartis, aussitôt pour Springcourt, où on nous a chargés sur des véhicules à destination de Grand-Pont. Puis nous sommes revenus à 2 jours à nos positions devant Chapelle, où nous sommes maintenant un peu mieux installés. Je vais aussi écrire à Auguste. Je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu, votre fils. Lettre et carnet du front, 1914-1918. Étienne Tanti. Vendredi 20 novembre 1914. Voilà le réveil. Il gèle dehors. Au sortir des rêves de la nuit, devant ce joli temps de gel, et à me retrouver ici, je sens revenir le cafard. C'est si triste. Et rien que d'entendre les conversations de mes voisins, ça me met hors de moi. Quand je songe combien ces premiers froids sont charmants sur l'avenue de Paris, au parc, sur le chemin de la Sorbonne. Oh, la bonne bibliothèque, si chaude, avec ses bouquins.
Ici on crève comme un animal, dans la misère physique, intellectuelle. Hélas, je n'attends qu'une lettre. L'ébauche, le froid, c'est trop. Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain, même avec tout le chocolat, pour une journée. J'en ai déjà mangé la moitié et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait la boule entière. Le froid aiguise terriblement l'appétit et ne pouvant la satisfaire, on en est quitte pour se recoucher. Dormir, c'est tout le bonheur ici, car c'est l'oubli. Dormir. On ne pense pas à manger pendant qu'on dort. Et l'on fait mieux, moi du moins, on dîne en dormant, en rêvant. C'est extraordinaire comme je rêve boulangerie, table et aliments de toute nature. J'ai le choix. Je suis à la maison à Saint-Amand. Et si en dormant, je boulotte des poires cuites ou des gâteaux de riz, comme en confectionnait maman au temps des 24 heures, aussi, je vais humer la croûte des pâtés dans le fourneau de génie. C'est toujours ça, dormir. Le temps passe, les obus aussi. Oubliez un instant leur sifflement de fer à travers le ciel. Ne plus les entendre venir et éclater. N'est-ce pas comme s'ils n'existaient plus? Car il n'y en a pas. Mais je les encaisse de moins en moins. Nous en avons tant reçu, tous ceux qui étaient raccourcis, et l'impression physique qu'on ressent. Je préfère ne pas les entendre. Et les Allemands se remettent à bombarder Reims, Saint-Thierry, Merphy. Dormir. Enfin s'échapper à tout ce qui vous entoure. C'est l'évanouissement du cauchemar. Plus de tranchées, plus de gourbilles, plus de ruines, de sapes, plus de fusils, de cartouches, de sacs, de pelles, de pioches, plus d'escouades. Ô Dieu, quel soulagement, quel soupir, la vie d'escouade. Dormir. Renouer la vie passée à la faveur des rêves. Il est 9h30, je viens de prendre ma faction. Il fait du soleil. Il gèle ferme. Je suis d'humeur aussi satisfaisante que je puis l'être, puisque j'ai pu écrire, et que les lettres ne vont certainement pas tarder à arriver. D'ailleurs, ce pâle soleil, sans vigueur sur la terre fleurie de givre, n'inspire pas le morne désespoir d'un ciel pluvieux et humide. D'ailleurs, inconsciemment, mon esprit est auprès de vous, et va des uns aux autres. Papa, à la permanence, avec ses gros cahiers d'espagnol, doit avoir gardé son par-dessus. Et il me semble voir tes cheveux blancs flotter contre le paravent de velours quand tu relèves la tête pour regarder au dehors les lilas couverts de givre. Je vois maman remonter la rue du Plessis avec son filet hâtive pour préparer le déjeuner, en ruminant ses rêves. Et les frimousses de ces demoiselles sous le cèdre du lycée de filles. Mais en levant les yeux, j'aperçois les corbeaux, la croix, et les percutants sifflent très haut et se suivent sans relâche. Alors les images de la guerre m'empoignent et je revois l'horrible boucherie, la route de Montmirail à Reims. Je respire encore la puanteur des champs couverts de débris et de charognes. Je vois les faces noires charbonner des cadavres amoncelés dans toutes les positions, au pied de Montmirail, et près desquels on se couchait en tirailleurs, sans savoir, sur lesquels on butait dans la rue, cavalant sous les balles prussiennes. À chaque obus que j'entends éclater, j'éprouve malgré moi une impression de terreur religieuse. Il me semble, dans ce bruit sourd et lugubre qui succède au sifflement,
et qui diminue insensiblement à entendre des pères, des femmes, des enfants qui pleurent sur toute la terre. Il me semble que l'amour pénètre, comme dans une gravure de Callot, dans un intérieur que je me représente paisible et doux, pour leur annoncer triomphalement à tous ces visages angoissés qui se tournent vers elle avec épouvante, pour leur annoncer qu'à cette heure, un malheureux est mort sur la terre. C'est un fils, un frère, un père, malheureux même, car la joie des autres sera leur douleur, et le printemps prochain pour eux sera sans fleurs. Foyer vide aux soirées des hivers prochains. Quel Noël pour tant de pauvres enfants et de parents. La vie n'est-elle pas assez malheureuse? Et avec leur douleur, il faudra que des malheureux peinent pour faire vivre et élever leurs enfants. Et leurs enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un Allemand, un Français? Des milliers de familles, à chaque heure, sont sous la menace. Et malgré tout ce qui s'y oppose en moi, qu'est-ce que c'est qu'un Allemand, un Français? Des milliers de familles, à chaque heure, sont sous la menace. Et malgré tout ce qui s'y oppose en moi, il me vient par moments des accès de foi en un Dieu qui seul pourra venger d'une vengeance digne ces atrocités inhumaines.